Donc en fait, aujourd'hui, promouvoir la laïcité, c'est notre combat de tous les jours. Et nous savons combien il est rude, combien nous avons sans cesse à intervenir auprès des politiques pour préserver ce principe et son application. Et on a dû le faire tout à fait récemment, puisqu'il était question de modifier la loi de 1905. Ce qui apparemment, il semblerait que le gouvernement y ait renoncé. Mais j'ai envie de dire pour l'instant, parce qu'on ne peut jamais être sûr que ça ne va pas être remis sur le tapis à un autre moment, il semblerait qu'il y ait certains de nos messages qui soient passés. Je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà, on va être prudent. Pour l'instant, c'est passé, mais ça peut revenir. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous arrêter à l'application du principe de laïcité et ne parler de rien d'autre. Parce qu'en réalité, derrière ce principe, il y a toute une vision qu'il nous faut préciser. On a parlé du projet politique et de l'agenda politique, justement, des mouvements décoloniaux et intersectionnels. Si nous, en face, nous n'avons pas une vision claire, une idée claire de ce que nous voulons défendre, nous ne pouvons même pas résister à ce qui pourrait être un rouleau compresseur. Donc il nous faut absolument avoir ces idées, clarifier nos idées, avoir une vision forte et affirmée, et qu'on n'a pas honte d'affirmer. L'universalisme, c'est pas une tare, et c'est comme ça que nous tiendrons mieux notre tête à ces organisations qui sont justement très organisées et très financées. Alors certaines mesures dont je vais faire état, parce que je vais prendre des exemples pour ne pas rester théorique, partent en fait d'un présupposé qui est inspiré d'un livre que j'avais beaucoup aimé du philosophe belge Marc Hunyadi, qui s'appelle « La dictature des modes de vie ». Et en fait, ce que j'ai envie de dire pour commencer, ce n'est pas parce que les évolutions sont inéluctables qu'on ne peut pas les changer, mais parce qu'on n'envisage pas de les changer, qu'elles paraissent inéluctables. Et bien souvent, nous avons refusé de nous attaquer à des problèmes de fond. Alors justement, je vais donner un exemple médical. Patrick Pelloux n'est pas là pour acquiescer, mais je pense qu'il sera d'accord. Sur le plan médical, on s'est par exemple beaucoup occupé ces derniers temps des droits du malade, du fait que les malades puissent aller avoir les informations qui figuraient dans leur dossier médical. On a passé beaucoup de temps, on a légiféré, etc. C'est très bien, mais est-ce qu'on s'est posé la question de la déshumanisation de la médecine? Est-ce qu'on a seulement regardé ce qu'étaient les implications de toutes les décisions économiques que l'on prenait vis-à-vis de l'hôpital? Non. Mais quand on se retourne et qu'on se rend compte que c'est déshumanisé, alors on dit « Ah bah oui, mais on ne pouvait pas faire autrement ». Si on pouvait faire autrement, on pouvait déjà prendre en charge cette question et la régler, décider de la régler, décider que nous ne voulions pas une médecine déshumanisée et que donc nous allions trouver des solutions, inventer des solutions pour qu'elle ne le soit pas. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que je vais partir de la laïcité, partir des valeurs qui sous-tendent la laïcité et montrer comment on arrive à un projet de société. C'est gentil de mettre de la musique, ça fait une belle virgule. C'est formidable, merci. Alors la laïcité, c'est avant tout un principe de défense de la liberté de conscience et des libertés individuelles. L'émancipation de chacun, c'est aussi ce que la laïcité vise. Chacun, on a parlé, on a dit ce matin, doit pouvoir être le sujet de sa propre vie, prendre ses décisions en toute connaissance de cause et avoir acquis suffisamment de savoir et avoir suffisamment exercé son sens critique pour en être capable. Et vous voyez où j'arrive là, à l'école. L'école d'une société laïque, c'est forcément une école où on apprend à lire, écrire, compter, au début, et puis après on dépasse ça, et on va vers autre chose qui est le savoir, le sens critique, la connaissance de l'histoire pour interpréter le monde où nous vivons et ses évolutions, etc. La connaissance de l'art, évidemment, pour se nourrir soi-même de toutes les matières que l'on apprend à l'école. Donc, cette école-là, elle doit avoir une intention claire, qui ne change pas tous les 2 ans, et qui est affirmée et portée par des actes clairs, c'est-à-dire des programmes qui effectivement portent cette intention, des maîtres, des enseignants
recruter avec peut-être plus de discernement, c'est-à-dire des personnes qui sont, non pas qui réussissent à un concours uniquement, mais qui sont aussi porteurs de ces valeurs qu'ils doivent transmettre. Si nous avons des enseignants qui, et il y en a dans l'école aujourd'hui, heureusement pas tous, j'en ai rencontré heureusement de très bien, en particulier à l'Académie de Paris avec qui je travaille pas mal, je crois qu'il y a des représentants de l'Académie de Paris ici, ah ben voilà, exactement. Mais on a affaire, et ceux-là ont parfois des collègues qui ne portent pas les valeurs républicaines, donc il est difficile de les transmettre aux enfants dans ces conditions. Ça veut dire revaloriser le statut d'enseignant, ça veut dire, comme je l'ai dit, les recruter, ça veut dire les former. Donc faire attention à ce que les structures de formation soient elles-mêmes rigoureuses et de qualité. Et transmettre ces valeurs de citoyenneté, de liberté, les valeurs universelles dont nous n'avons pas honte, encore une fois. Ça équivaut aussi, un autre point important concernant l'école, c'est le rééquilibrage des financements entre le privé et le public. Parce que là, on est en train de déraper très gravement en faveur du privé, et on est en train surtout d'entretenir une école de classe. Au privé, ceux qui en ont les moyens, et au public, ceux qui sont les laissés pour compte. C'est-à-dire qu'on risque fort, et dans certains quartiers c'est déjà le cas, d'avoir des écoles publiques ghettoisées. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on recherche. Je ne vois pas comment on peut faire une éducation à la citoyenneté à une partie seulement des enfants et les plus défavorisés de préférence. Donc ce sont des choix, et des choix qui dépassent bien sûr les mots. Là, je parle d'actes. On est bien d'accord qu'il s'agit de politique en actes et non pas de paroles. On est toujours sur la liberté. Je vais décliner liberté, égalité, fraternité, même si je sais que la devise républicaine fonctionne aussi avec les trois concepts imbriqués, mais c'est par facilité de présentation, et il y a des passerelles entre les choses que je vais dire. Dans la liberté, on a aussi des libertés nouvelles qui apparaissent dans la société parce que la société évolue tout simplement. On l'a vu tout à fait récemment avec le débat sur la PMA pour tous les ménages hétérosexuels ou homosexuels. On voit bien que ces libertés ne doivent pas être discutées quant au fond, puisque nous avons constitutionnellement déclaré que les hommes, et les femmes bien sûr, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qui veut dire que toute liberté individuelle, qui n'implique que nous-mêmes, ne doit même pas être discutée. Elle est constitutionnelle. La seule chose qu'il est légitime de discuter, c'est les conditions éthiques de l'application de telle ou telle liberté, dès lors qu'elles peuvent avoir effectivement des incidences sur d'autres personnes dans la société. Et vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le débat que nous avons eu, par exemple, sur la fin de vie. Aujourd'hui, nous avons entendu tous des élus dire dans les différents hémicycles, quand il s'agissait des débats sur la fin de vie, doit-on accorder ou non aux personnes le choix de leur fin de vie ? Mais nous sommes constitutionnellement libres. On n'a pas à nous accorder cette liberté, nous l'avons. On a à discuter du cadre éthique dans lequel elle s'exerce. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Il y aura peut-être des avis contraires tout à l'heure dans la salle. Bien sûr, il y a aussi un point d'ombre, la lutte contre les pressions sociales liberticides dont nous avons parlé. Tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont enfermés dans une communauté, même si la France ne reconnaît pas de communauté, on sait bien qu'il y a des quartiers communautarisés et que tout le monde n'est pas libre de vivre comme il l'entend ou comme elles l'entendent surtout. Et là, au lieu de faire comme s'il ne se passait rien, au lieu de se dire il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de délit, donc il n'y a pas de problème, tout va très bien. On élargit un peu les trottoirs et tout va très bien. Au lieu d'avoir ce comportement d'autruche, la défense de la liberté veut que l'on se dise que fait-on pour ces femmes qui ne sont pas libres, pour ces hommes qui ne sont pas libres, qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur, ou parce que ça les amènerait à se couper complètement de tout leur milieu d'origine, que ce soit leur famille, que ce soit leurs amis, et que c'est peut-être trop dur, c'est trop cher payé, qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On se contente d'être libre et puis de passer à côté des gens qui ne le sont pas ? C'est pas possible.
Là, il y a le principe de fraternité qui joue, et il faut absolument prendre ce problème à bras-le-corps et le régler, trouver des solutions. Je ne les ai pas évidemment ici, mais vous voyez que se poser les bonnes questions, c'est déjà s'attaquer aux vrais problèmes tels qu'ils se trouvent. La laïcité, on en a parlé ce matin, c'est avant tout aussi un principe d'égalité. C'est un principe qui veut qu'on ne fasse pas de distinction entre les citoyens en fonction de leurs convictions ou de leurs croyances. Alors bien sûr, les inégalités, elles sont nombreuses, celles auxquelles on ne s'attaque pas. Et en particulier, je pense aux inégalités entre hommes et femmes, les inégalités de salaire. On sait très bien qu'il y a un 17 à 25% selon les pays européens qui a l'air d'être incompressible. Quoi qu'on fasse, les femmes touchent entre 17 et 25% de moins que les hommes. Alors, est-ce que c'est inéluctable ? Ben non, c'est pas inéluctable. On l'a mis dans la loi n'est pas respectée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit « Ah, c'est dommage, il faudrait qu'on y arrive ». Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Si on a vraiment une volonté de mettre en œuvre une société laïque, alors on peut trouver des solutions. Moi, j'en ai une qui peut être complètement utopique. Mais c'est de dire, bon, telle entreprise n'applique pas l'égalité de salaire. Si elle l'appliquait, ça lui ferait une masse salariale de temps. Ben, le différentiel entre ce qu'elle aurait à payer et ce qu'elle paye en réalité, ben, elle va le payer en amende, jusqu'à ce qu'elle redresse le tir. Et là, on aurait une vraie politique volontariste. C'est une question de courage et de volonté réelle d'arriver à une égalité réelle et surtout au respect de la loi. Autre égalité, bien sûr, les inégalités économiques, dont on ne parle pas parce qu'on ne sait surtout pas comment faire, parce que pour lutter contre les inégalités économiques, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des allocations diverses et variées, plus ou moins rognées. On a par exemple une politique de logement social. Ah ben oui, il faut obligatoirement dans les villes maintenant entre 15 et 25% de logements sociaux pour répondre aux besoins de la population de se loger décemment. Et puis dans 5 ans, il faudra peut-être 30, ensuite 35, puis après 40. Et puis pourquoi on s'arrêterait ? Et jamais on ne se pose la question de se dire mais n'est-il pas déjà scandaleux que 25% de la population n'ait pas les moyens, avec le produit de leur travail, de se loger décemment ? Est-ce que ce n'est pas plutôt à la cause qu'il faut s'attaquer, plutôt que de courir après les effets sans jamais rien changer sur le fond ? Nous vivons dans une société capitaliste, ou de capitalisme débridé, j'ai envie de dire, parce que la solution, c'est peut-être pas de renoncer à tout, c'est peut-être d'aménager, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais en tout cas, ne peut-on pas imaginer qu'on change de modèle économique qui nous envoie dans le mur, parce que des inégalités poussées à ce degré, c'est toute la stabilité de la société qui est remise en cause. Il faut peut-être faire preuve de créativité et se dire on change de modèle économique pour que désormais ce que nous mettons en place ne génère pas des inégalités criantes et insupportables, pas seulement moralement insupportables pour aussi l'équilibre de nos sociétés. Si j'étais un peu cynique, je dirais on peut même faire un calcul économique et montrer à nos chers capitalistes que ça leur coûte de l'argent. Là peut-être qu'ils réagiraient d'ailleurs, mais il y a moyen de le calculer sans doute. Il faut réduire les ghettos aussi, pour évidemment ne pas rester dans ces inégalités, et lutter bien sûr contre les discriminations qui continuent de s'exercer. Et puis la fraternité. La laïcité, c'est un principe de fraternité, puisque la laïcité, c'est un rêve d'émancipation pour tous. Pas pour quelques-uns, pour tous. Elle est là, la fraternité. C'est que chacun doit être capable, doit être en situation d'être émancipé et de prendre ses décisions et de vivre comme il l'entend. Donc ça veut dire une société au service de l'homme, pas un homme qui sert la société. Un homme ou une femme, je parle là du genre humain, bien sûr. Donc la réhumanisation du management. On parlait très récemment, d'ailleurs il est apparu des articles de presse sur le management en France qui serait un peu dur, on va dire, très dur même. Moi j'ai été consultante en management dans une vie antérieure et je peux en témoigner. C'est scandaleux. Dans le public comme dans le privé. On n'est pas obligé, j'ai aussi managé des entreprises, on n'est pas obligé de faire souffrir les gens pour avoir des sociétés rentables. Ce n'est pas vrai. Il existe toute une école de management humaniste d'ailleurs,
qui travaille, qui fait du bon travail sur le terrain, mais qui n'est pas encore écouté. Donc on pourrait changer là aussi de point de vue et considérer que les êtres humains ont leur importance. Imaginez une entreprise, une usine, ou une usine qui produit peu importe quoi, avec des machines-outils extrêmement lourdes, extrêmement onéreuses, et vous avez un jour le patron qui arrive avec une grande masse et qui commence à détruire ces machines en tapant dessus. On le fait enfermer dans un asile d'aliénés. Quand il fait ça avec ses salariés, on ne dit rien. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est lui, c'est sa structure qu'il est en train de détruire quand il détruit les hommes qui la portent, tout simplement. Réhumanisation donc du management, public comme privé, parce que dans le public, c'est la même chose, ça peut aussi s'aménager. La coopération avec les États producteurs, entre guillemets, de migrants économiques. En voilà aussi une idée de fraternité. Quand on prend des accords avec des États qui sont producteurs enfin c'est un peu cynique de parler comme ça, mais qui envoient dans le monde entier des tas de migrants qui cherchent à vivre tout simplement, au lieu de signer avec ces pays-là des accords de coopération qui font qu'on en a un maximum de bénéfices, peut-être faudrait-il signer des accords de coopération qui les aideront à faire vivre décemment leurs citoyens, de façon à ce qu'ils n'aient pas envie de partir de chez eux. Personne ne part de chez soi de gaieté de cœur. Donc c'est peut-être dans cette optique-là qu'il faut tendre la main aux autres États du monde, parce que c'est aussi notre intérêt et que ça fait partie de la conception d'une société fraternelle, non pas dans le sens familial d'ailleurs, mais dans le sens solidaire de l'humanité. Et vous voyez que dans la solidarité aussi, on arrive aussi à la préservation de la planète. Solidarité avec les générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme terre? Une terre habitable ou une terre d'où l'humanité va disparaître? Donc tout cela est lié. Une société qui se préoccupe de tous, de l'accueil des jeunes, de la vie des adultes actifs, du fait qu'on préserve les anciens d'une fin de vie difficile. Et j'ai une proposition là aussi. Pourquoi pas imaginer un service civique pour tous? Hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles, ou jeunes femmes, seraient obligés de donner 1 an à la société, de façon à leur rappeler que la société, c'est nous qui la construisons, c'est nous tous. Et qu'il est normal que chacun y apporte une contribution. Pourquoi pas? Les prisons, remettre à plat le sens de la peine, travailler à la réintégration des délinquants. En Hollande, il semblerait qu'on utilise beaucoup les bracelets électroniques pour que les condamnés puissent être intégrés dans la société, y avoir un travail, et peut-être que ça peut rendre de meilleurs résultats, puisque à quoi sert de les enfermer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche? J'étais il y a quelque temps à Cayenne, et c'est exactement la raison pour laquelle on a supprimé le bagne de Cayenne. C'est qu'on avait établi ces établissements, enfin on les avait construits, dans l'optique de réhabiliter les bagnards. On voulait aussi qu'ils peuplent la Guyane, ça c'est clair, mais aussi on voulait leur apprendre ce qu'était l'engagement citoyen, ce qu'est une vie normale, ce qu'est en faire des citoyens normaux. Mais avec la façon dont on les traitait, on n'avait rigoureusement aucune chance d'y arriver. Donc là aussi, il faut quand même se demander, en prison, quand on enferme les gens, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Si on veut les mettre juste à l'écart de la société, d'accord. Là, c'est bien formaté. Si c'est autre chose qu'on veut, il faut peut-être envisager les choses différemment. Voilà donc des pistes que je voulais dessiner. Et vous voyez que là, on dépasse très largement la seule application de la laïcité. Et c'est ça, la vocation d'Égale. C'est pour ça qu'Égale s'est créé, d'ailleurs, en 2003. C'était pour dire, mais c'est bien d'appliquer la laïcité, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'elle est là, mais il faut en retirer tous les bénéfices, il faut en retirer tout ce qu'elle nous apporte, et il faut en tirer toutes les conséquences, aller au bout de la pensée. Voilà les pistes de réflexion que je souhaitais vous présenter. Et je vous remercie.